Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Sundouz Schreibi, vous êtes journaliste, bienvenue à vous, journaliste au magazine marocain Tel Quel, et vous signez votre tout premier roman. Il a pour titre Le soleil se lève deux fois, c'est aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Avec nous également pour la musique bienvenue, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur notre plateau. Chanteuse, autrice, compositrice, interprète, votre nouvel album s'appelle Dialdar fait maison, c'est votre 7e. David Uri également de retour chez nous. Bienvenue à vous, journaliste, photographe, écrivain. Votre nouveau roman Beyrouth Paradise est publié aux éditions Liana Levy. On commence en musique avec On écoute en concert Awan et Anaouiak. Anaouiak, et juste avant c'était donc Awan, Peut-être un mot sur ces deux chansons, Anaouiak, pour commencer. C'est la chanson d'amour de Dialdar, puisqu'il en faut toujours au moins une dans mes albums. C'est une déclaration d'amour et dedans il y a une redéfinition de l'amour comme étant un acte conscient, un acte responsable, aimer et se faire aimer responsablement, activement et consciemment. Awan, qui veut dire un instant. Il s'agit pour moi du souvenir du plaisir de la vie. Les instants se répétant et n'étant jamais les mêmes. Un instant est unique. Et d'en profiter. Et de l'importance de le garder en mémoire et de l'importance de trouver toujours de l'espoir, même quand il n'y en a plus, mais dans la mémoire et dans les souvenirs. Alors, des compositions arrangées dans votre appartement, d'où le nom Dialdar, fait maison. Pourquoi ce choix? Dites-nous en plus. Fait maison, c'est fait main. C'est pour revenir à l'essentiel. Mon instrument, la voix, la percussion comme rythme de vie. Ne garder que l'ossature pour être au plus proche, je pense, de l'intime. Donner quelque chose de mes mains, de ma chambre, de ma voix. De vous-même, de vos racines. On peut dire que c'est le plus intime, l'un des plus intimes en tout cas? C'est le plus intime, je pense, oui, très sincèrement, le plus intime, le plus féminin, le plus proche de moi. Le plus proche de vous. Alors, Lalla, on va écouter quelques notes de Lalla. C'est l'un des titres forts, je vous vois sourire. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Il est question de votre grand-mère? Alors Lalla est née d'une devinette que me faisait ma grand-mère, Mima, que Dieu ait son âme. Et en fait, elle me disait « Lalla zint riche ou riche d'ailleurs beha ». La belle de ses plumes entourées, ni ne se vend, ni ne s'achète. Elle n'a pas de prix. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est l'œil entouré de ses plumes qui sont les cils. Magnifique, et qui n'a pas de prix dans le corps humain. Pour moi, une femme est comme l'œil dans le corps, la femme dans le monde. Et c'est cette personne précieuse sans laquelle ça ne tourne pas, on ne voit pas très bien. Pour moi, c'est une chanson qui est une célébration de toutes les femmes et de toutes les filles et les petites filles qui sont à l'intérieur de chaque femme. Et qui résonne chez beaucoup de femmes, jeunes ou moins jeunes en tout cas. Vous l'écoutez beaucoup cette chanson en ce moment? En boucle, tout à fait, depuis 2 semaines, même si je pense que le morceau est sorti en novembre. En novembre dernier, mais c'est vrai que moi je l'ai découvert un peu plus tard. Et elle me quitte pas cette chanson parce que je la trouve tellement belle. Il y a ce que ça dégage effectivement de féminité, de sensibilité qui me plaît, mais en fait, elle a aussi cette façon de parler des femmes dans sa musique, moi qui me touche beaucoup, et une musique qui fait appel vraiment au sens. C'est une expérience sensorielle presque. Bon, là, David Uri, c'est pas des rythmes libanais, c'est vraiment le rythme marocain par excellence. C'est un autre monde arabe. C'est un autre monde arabe. C'est vraiment un autre monde. Et Amazir. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Belle musique, un voyage sensible. Alors, on retrouve le hassani, des percussions marrakchi également. Ça aussi, ça faisait partie de votre enfance d'ailleurs,
Le Hassani, pas très exactement. J'ai des origines sahariennes, mais grâce à la musique, j'ai essayé de m'en rapprocher et j'essaye encore. Non, c'est le travail d'une vie. Les rythmiques marrakchi, en revanche, oui, tout à fait. J'ai grandi à Marrakech, donc tout ce qui est tritiqat, dqa, tout ça, ça fait partie. Et une musique éminemment africaine qui fait partie de vous. Absolument. Je pense que Marrakech est une ville qui est, on peut dire, aux portes, en tout cas qui est beaucoup plus proche du sud et des rythmiques africaines, que j'ai toujours en fait désiré apprendre, comprendre et emporter avec moi au-delà des frontières du pays et du continent. Et emporter au-delà des frontières et du continent les droits des femmes. Vous défendez la liberté des femmes encore aujourd'hui en 2026. C'est plus que jamais nécessaire. La musique, c'est un vecteur puissant. Naturellement, et puis étant une femme musicienne, je pense que c'est à moi, à nous, de nous définir, de parler de nos droits, de nous soutenir mutuellement, d'être solidaires les unes avec les autres. Le patriarcat a fait et fait toujours des dégâts. Je pense qu'on a beaucoup à rattraper, et à travers la musique, si c'est possible, évidemment. Faisons-le. Alors, j'aimerais vous en... Alors, la voix, vous l'avez esquissée quand même, mais c'est vraiment particulier avec toutes ces rythmiques ou autres. Sur scène, pour le coup, il y a d'autres voix, on l'a vu. Pas de voix d'homme, pas de patriarcat, mais beaucoup de voix de femmes. Quelles sensations ressentez-vous sur scène toujours et quelle relation avez-vous avec votre public ? Alors, bien que ce soit un album solo, sur scène, je ne désire absolument pas être seule. Donc, j'ai avec moi 3 chanteuses, une percussionniste chanteuse et un musicien, et du oud. C'est important pour moi, cette joie collective et cette connexion et cette communication, d'exister ensemble et d'être des femmes aussi. C'est quelque chose que j'ai vu dans mon enfance. C'est une tradition, c'est une culture au-delà de la musique comme un art performatif. Et la connexion avec aussi les éléments de la nature, d'ailleurs, qui sont dans cet album. Il y a l'eau, il y a les graines, il y a les pierres également. Les épices, les pierres, les percussions corporelles. Il y a la table de mon bureau chez moi. La vie. Oui. Voilà, Dialdar fait maison, 7e album. Donc, vous évoquez le patriarcat. On va parler aussi des droits des femmes avec le tout premier roman de Sundus Shraibi. Le soleil se lève 2 fois, magnifique titre. Alors, c'est l'histoire de Layal qui apprend que sa grand-mère, la flamboyante Mama Abla, n'a plus que quelques mois à vivre. Hélas, que décide-t-elle alors ? Elle décide, elle vit à Rabat, Layal, et elle décide de tout plaquer, d'aller se réfugier auprès de sa grand-mère, mais plus précisément dans la maison de sa grand-mère, qui est la maison dans laquelle elle a grandi, où elle a vécu, et qui est en fait peut-être son unique maison, la seule qu'elle ait connue. Et donc dans cette réclusion qu'elle va s'imposer, qu'elle va choisir pleinement, elle va accompagner sa grand-mère dans les derniers jours qui lui restent à vivre, et en même temps elle va se replonger dans l'histoire des femmes qui ont toujours peuplé cette maison. Donc il y a Mama Abla, mais il y a aussi Faiza qui est la mère de Layal, et il y a Malak qui est sa tante. Voilà. La maison, c'est vraiment un enjeu central. Dites-nous pourquoi. Oui, elle était très importante pour moi dès le début. Elle a toujours été là et je pense qu'elle a pris de plus en plus de place au fur et à mesure que j'écrivais ce roman, qui est une fiction, mais le seul élément qui est vraiment réel et que j'ai repris tel quel de mes souvenirs, c'est la maison. Je me suis directement inspirée de la maison de ma grand-mère, dans laquelle j'ai pas grandi, comme Layal, mais dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, que je n'ai pas vu, où j'ai pas mis les pieds depuis plusieurs années, mais l'écrire et la placer au cœur de ce roman, ça a été une façon de la redécouvrir, de l'invoquer. Donc ces pièces, telles qu'elles sont racontées ici, ce sont vraiment des souvenirs que j'ai convoqués pour la restituer. Alors 4 femmes, 3 générations qui sont réunies dans cette maison. Alors on ne va pas tout raconter, il y a un lourd secret, mais il y a comme une mission que confie la grand-mère à sa petite fille. Et c'est là qu'on va en venir aussi au poids des femmes, ou peut-être au poids qu'elles n'ont hélas pas. Elle lui fait faire une promesse en fait. Exactement, elle lui demande de faire en sorte que la maison ne soit pas vendue lorsqu'elle va mourir. Mama Abla, elle a tout de suite cette préoccupation et Layal ne comprend même pas d'où ça vient. La possibilité que la maison soit vendue ne lui avait jamais traversé l'esprit et elle va comprendre en fait ce que représente cette maison à la fois pour sa grand-mère mais aussi pour elle et pour toutes les autres femmes de la famille. Et elle va être face à ce paradoxe où la maison, sur le papier, n'appartient pas à Mama Abla, mais elle lui dit très clairement, c'est ma maison. Et je te parle de lois qui ne sont pas dans les textes, qu'on ne peut pas faire valoir devant les tribunaux. L'héritage, voilà, c'est ça, c'est moi qui ai créé ce lieu, c'est moi qui en ai fait une maison, c'est moi qui ai fait un endroit où vous êtes aimée, où vous êtes construite, et je veux que ça reste après moi. Et que la parole des femmes reste, ce qui est hélas pas souvent le cas. Il y a des blancs dans cette histoire auxquels je suis forcé de me soumettre, plus que les témoignages de Faiza
Et Malak, plus que mes mots à moi, ce sont les silences de tout ce qui n'a jamais été dit qui racontent cette histoire. Ça, c'est quelque chose d'important dans votre roman, les non-dits, les secrets, les tabous. Oui, ça serait plutôt même la force et le besoin de raconter, d'aller à l'encontre de ce qui n'a pas été dit. Et c'est ce qui va déclencher l'acte d'écriture. Parce que ce que fait Layel finalement dans ce roman, c'est qu'elle raconte l'histoire de sa grand-mère en la découvrant, mais elle découvre aussi l'histoire de sa mère, de sa tante, et qu'elle ressent le besoin de le raconter. Personne avant elle n'avait fait ça. Et il est question de sororité aussi, beaucoup. Beaucoup. Le lien entre les sœurs, il est vraiment central dans ce roman. C'est à la fois un manque, parce que Layel est fille unique. Elle grandit, elle est la seule enfant de cette maison. Et elle observe depuis toujours ce lien entre sa mère et sa tante. Et elle voit qu'il y a ce lieu, qui est finalement celui de la sororité, auquel elle n'a pas accès. Elle envie ce lieu, elle l'idéalise aussi. Elle veut une sœur. En fait, elle se cherche une sœur tout au long du roman. Et on va comprendre pourquoi aussi, parce que ça lui reflète un manque, ça lui reflète une certaine forme de solitude. Et le lien entre les sœurs, je pense que c'est l'une des plus belles choses qui soit. Je voulais vraiment le raconter. Et attention, ne voyons pas la grand-mère, la matriarche, comme une femme soumise, loin de là. C'est une battante, c'est même une mondaine. Qui est-elle? Elle a une sacrée personnalité, un vrai caractère. Ouais, c'est un personnage que j'ai pris énormément de plaisir à écrire. J'aime Mama Abla de tout mon cœur. Et ça sort du fond du cœur. Non, mais parce que c'est une femme, c'est un personnage de fiction, hein, mais c'est une femme qui est imposante, qui a un très fort caractère, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi une femme qui est pleine de contradictions, qui n'a rien de lisse. C'est une femme qui a fait énormément d'erreurs avec ses filles, notamment, qui peut être violente avec elles par moments. Mais elle a une dignité, je trouve, qui est assez particulière. Elle a une générosité, une force de caractère qu'elle a transmis aussi à ses filles et ensuite à sa petite fille. Et voilà, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Ouais. Alors pourquoi ce huis clos féminin? Parce que le huis clos, c'est un dispositif narratif qui permet justement d'entrer dans cette intimité, dans la proximité de ces femmes qui en fait se sont construites, peut-être sans même s'en rendre compte, mais les unes avec les autres et parfois les unes contre les autres. Ouais. Mais ce huis clos permet de le voir justement. Le monde, on est extrait du monde, on est extrait de Tanger, on est extrait du reste du Maroc ou de la société, et il n'y a vraiment que ce qui se passe à l'intérieur de la maison qui compte. Et ça raconte l'intimité de la famille, l'intimité de ce qu'on devient à l'intérieur d'une maison. Alors vous avez parlé de ce mot, le huis clos, comme narratif. Vous êtes journaliste spécialiste de littérature. Qu'est-ce qui fait, quel a été le déclic? Pourquoi vous avez décidé de venir, David Dury, lui, ça fait longtemps qu'il a passé le cap et pour lui, écrire, c'est l'essentiel. Il va nous dire pourquoi dans un instant, peut-être plus que le journalisme et peut-être plus que la photo, quoique largement plus, dit David Dury, il va nous dire pourquoi. Quel était le déclic? Pourquoi on se dit, il faut que je prenne la plume pour c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, j'ai toujours voulu le faire. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, en tenant ma rubrique littéraire Kitab, que j'ai commencé à tenir très jeune, j'avais, je me semble, 20 ans, ça m'a permis très tôt d'être entourée d'écrivains et d'écrivaines, de personnes que je pouvais interroger une fois par semaine, parfois même plus, et leur poser des questions sur comment ils faisaient pour écrire, à chaque fois avec des réponses très très différentes. Et c'est vrai que ça a rapproché d'une certaine manière ce rêve d'écriture, ça l'a rendu plus accessible, plus possible. Il l'a rendu plus possible. Alors David Dury, journaliste, photographe donc, et écrivain également. Pourquoi l'écriture, pour vous, c'est essentiel? J'ai commencé comme journaliste, mais c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné cette carrière et je préfère de loin écrire de la fiction, parce que la fiction permet d'écrire beaucoup plus de choses. Et puis, moi, dans mes histoires qui se passent à Beyrouth, je me nourris énormément de ce qui m'est arrivé à moi en tant qu'habitant de Beyrouth. J'ai vécu là-bas 18 ans, mais aussi je pioche dans tous les à côté des reportages que j'ai pu faire, et j'en ai fait beaucoup. Moi, mon métier à la base, c'est reporter. J'adore le métier de terrain. En fait, vous nourrissez toutes vos disciplines aussi, puisque absolument. Dans votre écriture, c'est aussi très imagé, notamment avec la photo. Oui, absolument. Je suis photographe aussi. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire tous mes livres. Il lui manque que la musique, hein, vous allez l'initier. Hein. Ça va peut-être venir. Hein. J'ai pas de prédisposition du tout. Mais non, j'ai toujours souvent écrit avec la photo en fait à côté. Et le roman, c'est une discipline un peu nouvelle pour moi. Ça fait 4-5 ans que je fais du roman. Mais écrire de la fiction. Voilà, on a tous notre manière de travailler. Il y en a qui font des plans, d'autres pas de plans. Voilà. Mais écrire de la fiction, c'est hyper jouissif. Et franchement,
les semaines passées sur le premier jet d'un livre, en ce qui me concerne, c'est une drogue, en fait. Et j'aimerais que ça revienne plus souvent. Alors j'essaie de faire ça une fois par an. Mais ce premier jet, c'est très court finalement. Après, le travail de réécriture est laborieux. C'est pas facile, mais vous ressentez vraiment un vrai plaisir. Le premier jet, c'est extraordinaire. Alors, Beyrouth Paradise, donc, c'est votre nouveau livre. On retrouve le personnage de Marwan Khalil qu'on avait découvert dans votre précédent roman qui s'appelle Beyrouth Forever. Alors, qu'est-il devenu ? Alors Marwan, il a quitté la police un petit peu. Alors je vais pas faire de spoiler à cause de ce qui se passe à la fin du premier, mais les deux romans peuvent être lus séparément. Marwan donc a quitté la police, il a monté sa petite entreprise de détective privé. Il faut savoir que même en tant que fonctionnaire, en fait, les Libanais ne touchent pas de retraite. Enfin, il y a une crise économique qui a commencé en 2019, mais qui est encore extrêmement violente. On l'a vu ces derniers jours avec les manifestations sur le pouvoir d'achat, sur l'augmentation des taxes. Donc Marwan, il est obligé de travailler, tout simplement. Donc, il se satisfait de petites affaires comme ça, d'adultère ou de concurrence déloyale. Et puis un jour, une étrangère, une Ukrainienne, vient le voir pour retrouver sa sœur qui a disparu, sa petite sœur qui a disparu, Valentina. Qui travaille au Paradise. Marwan comprend tout de suite, malheureusement, dans la tête des Libanais et de beaucoup d'hommes, les Ukrainiennes dans le monde arabe ne font n'ont qu'un destin, c'est de travailler dans la prostitution. Voilà. Donc, et c'était un sujet, en fait, la fiction, quand on écrit un livre, moi je me pose toujours la question de quoi j'ai envie de parler. Et après, la fiction, et surtout le roman noir, c'est juste un moyen. Et là, vous avez envie de parler de quoi ? J'avais envie de parler du droit des femmes, j'avais envie de parler de la prostitution et de l'exploitation sexuelle des femmes et des hommes aussi. Plus c'est la crise, plus il y a de l'exploitation. Voilà. Donc c'est un sujet, moi, vraiment qui me touche et j'avais envie de parler de ça. Et puis ce sujet-là aussi, pour moi, est un prétexte pour parler d'un autre sujet qui est les disparus de la guerre, 75-90. Il y a plein de Libanais dont on n'a jamais retrouvé de traces et dont beaucoup ont disparu dans les prisons en Syrie. Et moi, l'histoire se passe en décembre 2024, une semaine après la chute de Damas. Donc ça change tout dans la région et c'est un truc assez passionnant à analyser. Voilà. Alors c'est rare d'avoir des vidéos pour lancer un roman, on en a évidemment pour la musique, mais j'aimerais juste voir comment les éditions Liana Levy, qui nous regardent et que l'on apprécie, ont lancé la sortie de votre livre. Regardez. Voilà, c'est court, 15 secondes, mais ça donne quand même le ton. C'est un roman noir, c'est un roman noir. C'est un roman bien noir. Ouais. Alors, décembre 2024, Maam el-Tain, le quartier rouge au nord de Beyrouth, il y a les néons des super nightclubs qui ne brillent plus comme avant, sauf celui du Paradise. Paradise, paradis, Liban, paradis perdu. Le Liban ça aurait pu être le paradis sur terre et ça le sera peut-être jamais, je sais pas. Mais il avait tout pour. Il avait tout pour. Le pays est merveilleux. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est un pays qui est magnifique, qui est tout petit. Il a un gros problème, c'est qu'il a deux voisins très encombrants, plus des voisins un peu plus lointains, encore plus encombrants. Voilà, c'est un pays, moi, que je trouve absolument merveilleux, qui est vraiment à cheval entre deux mondes, entre l'Europe et le monde arabe, et l'Orient. Mais le paradis perdu, oui, c'est clair. Mais malgré tout, j'adore y retourner. Voilà, vous y êtes allé il y a un an tout juste, vous y allez au mois d'avril pour présenter le livre. Alors, les disparitions, mais aussi ce livre, vous avez commencé à l'écrire 8 jours après la chute de Bachar el-Assad. Vous parliez des pays encombrants. J'aimerais lire un extrait. Seul avec son plateau, repas dans son salon, l'ex-flic de la criminelle essaie d'imaginer ce qu'aurait été le Liban sans la Syrie des Assad père et fils. Entre deux bouchées de concombres de Dahieh, il sent un violent arrière-goût de gâchis. Je parlais de paradis. Là, on sent bien le Libanais, vous dites fonctionnaire dans la police, qui assiste à partir de Beyrouth, depuis Beyrouth, à ce qui est en train de se passer en Syrie. Ouais. Pourquoi 8 jours après le départ de Bachar el-Assad ? Le premier se passait 3 semaines avant le 7 octobre. En fait, quand j'ai commencé à travailler, à réfléchir à mon plan et à mon récit, tout simplement, je me suis dit, je vais prendre juste une semaine. Et je prends une semaine bien définie dans l'histoire. Quand tout l'automne 2024, il y a eu énormément de bombardements sur Beyrouth, l'assassinat de Nasrallah, le chef du Hezbollah.
Et puis cet événement complètement dingue que personne n'a vu arriver, qui est la chute de Assad. C'est quelque chose... Qui a été très rapide. Qui a été très rapide. Les rebelles sont descendus, ont pris les villes les unes après les autres. Et puis Bachar el-Assad est parti à Moscou. Alors il a siphonné tous les comptes du pays. Il n'y avait plus rien. La Syrie était vraiment exsangue. Et je me suis dit, c'est un moment vraiment parfait pour écrire une fiction. Et puis, moi, ça me permettait aussi de parler du sujet, justement, des disparus de la guerre. Ouais. On a Avec vu, les prisons qui s'ouvrent, on a vu la fameuse prison de Senaya, qui est un enfer sur Terre. On a vu des Libanais qui en sont sortis 40 ans plus tard. Donc, ils sont comme des fantômes. Ça dépasse l'entendement. C'était dingue, cette image. Et il y a encore beaucoup de familles en fait au Liban. La question de l'attente des disparus, c'est un sujet moi qui me touche, que j'ai déjà traité sur un autre. L'impossibilité du deuil, L'impossibilité du deuil, c'est un sujet que j'ai déjà traité, mais la question des disparus au Liban, c'est quelque chose de très important. Comme je pense dans tous les pays qui ont subi des dictatures d'une manière ou d'une autre, ou des guerres civiles. Donc voilà, donc c'était un matériau, un moment dans l'histoire vraiment propice pour un roman noir et pour écrire de la fiction inspiré, très ancré dans le réel. David Uri, Beyrouth Paradise. Bon, la littérature, on voit que le journalisme et le reporter sont jamais bien loin. Oui, c'est vrai. Quand même, on l'a vu dans cette entrevue. Et chers invités, maintenant, vos coups de cœur culturels, c'est notre séquence atmosphère. Et on commence avec Vous avez choisi un livre de Clarice Lispector, Agua Viva. C'est une autrice brésilienne. Exactement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Début des années 20. D'abord parce que c'est une synesthète et que je ne sais pas si je le suis, mais je crois que oui. Et en fait, son écriture me touche littéralement. Elle mélange les sens. C'est un langage vraiment de la perception, du multisensoriel. C'est très poétique à la fois. Ça parle du temps, du présent et de comment est-ce qu'on le traverse vraiment avec toutes ces émotions et à l'intérieur de ce corps, en fait, de cette maison qui est un vaisseau sensoriel. Ça m'a bouleversée. C'est avec ça que ce livre que je l'ai découvert. J'ai enchaîné avec les autres, mais j'ai préféré parler de celui-là parce que pour entrer dans Clarisse, je pense que c'est la meilleure adresse. La meilleure adresse, voilà qui est bien dit. Sundus Schreibi, la littérature aussi pour vous. On n'a que des coups de cœur littéraires aujourd'hui. En d'autres mots, de Jhumpa Lahiri, qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage? La démarche. Parce que Jhumpa Lahiri, je l'ai découvert avec ce texte-là. C'est une autrice américaine, mais d'origine indienne. Et elle a été toute sa vie, c'est ce qu'elle raconte ici, tiraillée entre la langue qu'elle a appris à l'école, donc l'anglais, qui est la langue dans laquelle elle écrit, et la langue de ses parents, qui est le bengali, et qu'elle n'a jamais entièrement maîtrisé, c'est ce qu'elle dit. Et c'est son premier roman en langue italienne. Exactement, parce qu'elle fait elle raconte son amour avec la langue italienne. Exactement, en fait, le choix de l'italien comme une langue neutre, mais finalement comme un tiers-lieu linguistique. Vraie démarche. Exactement, où elle sort de ce tiraillement-là, linguistique, mais qui est aussi finalement celui de ses origines et de ses racines d'une certaine manière. Et ça devient vraiment l'apprentissage de la langue italienne, qui est une langue que j'adore et que je suis en train d'apprendre par ailleurs. Mais elle raconte comment ça devient une forme d'émancipation presque pour elle. Et plus globalement, je trouve que ce texte, il dit vraiment quelque chose de très beau sur à la fois ce que nous faisons des langues qui nous traversent, mais aussi sur ce que les langues peuvent faire de nous. Alors, prochain roman en arabe ou en italien ou en français? On verra. David Uri, le roman de Hala, dont on a déjà parlé, Mourani, Les Bestioles, qui a reçu le prix France-Liban. Pourquoi faut-il lire ce livre, selon vous? C'est un texte extrêmement brut, c'est un roman extrêmement brut sur le parcours d'un vieil homme dans les ruines de Marmerail, donc le quartier où habite aussi mon personnage dans Beyrouth Forever et Beyrouth Paradise, juste après l'explosion du 4 août 2020. Hala, moi ça fait longtemps que je la connais, j'avais découvert son premier texte de théâtre qui s'appelait Tais-toi et creuse, qui était extraordinaire. Et elle a, pour moi, transformé l'essai entre le théâtre et le roman. C'est quelque chose de très particulier. Et la plongée dans Beyrouth, vraiment, on est vraiment dans Beyrouth aussi avec ce roman. Et je trouve que c'est avec cet homme qui erre dans Beyrouth dévasté. Une sorte de témoignage que je trouve extraordinaire. Et là encore, c'est la puissance de la littérature. On a besoin de reportages après un tel cataclysme, mais aussi de la littérature, évidemment. Merci beaucoup, David Uri, Sundus Schreibi et d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MO. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. À la semaine prochaine. Mais on ne s'en lasse pas. On va se quitter en musique avec vous, et votre titre, Aka. Star, I
Dada.